Nous avons été choisis pour enquêter sur les femmes dans le foot. Afin de nous apporter la meilleure vision, nous avons traversé l'Atlantique, de la France jusqu'au Canada. On a tenté de dénicher des éléments de réponse sur ces sportives à l'ombre des hommes. Zizou. Messi. Messi. David Beckham. Bon, Ribéry. Trop payé. Voilà, footballeuse, j'en sais rien du tout. Footballeuse, je ne connais pas. Ouf. Alors là, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Les femmes encore peu médiatisées ne suscitent donc pas un intérêt mondial, mais sur les quelques footballeuses que nous avons rencontrées, on découvre un chemin qui mène petit à petit sous les feux des projecteurs. Nous sommes à Agen, où nous rencontrons 3 petites poussines footballeuses, Lana, Aurore et Lisa. À cet âge-là, elles jouent encore avec des garçons et s'intègrent à l'équipe tranquillement. Oui, les garçons, ils jouent plus un truc, ils font plus... Mais parfois. Ouais. Parce qu'en fait, les garçons, je pense qu'ils aiment pas trop les filles. Regardez ce qu'ils font. Des fois, les filles et les garçons, ils jouent des fois en équipe et des fois non. Nous faisons un détour par Toulouse, où nous rencontrons Nicolas Barre. Ancienne joueuse professionnelle de football, elle nous parle de son expérience dans ce sport de garçon. Un jour, je suis allée sur le grand terrain de foot qu'il y a là, vous devez le connaître, hein, et je regardais des garçons s'entraîner. Et il y a l'entraîneur qui était là, un monsieur est venu vers moi et me dit tu viens, tu vas jouer. Et je lui dis non, moi je veux pas jouer parce que je sais pas jouer. Il m'a dit mais c'est pas grave parce que si tu viens, je vais pouvoir créer une équipe de plus pour faire jouer les garçons. Parce qu'il n'avait pas assez de garçons pour faire une équipe pour la mettre en championnat. Mais il n'avait pas vu que j'étais une fille. J'avais 10 ans. Donc je me suis levée, je suis allée jouer. Et en fait, j'étais très douée. Je ne le savais pas, personne ne le savait. Et très très rapidement, j'ai joué, j'ai marqué tous les buts. Voilà, j'étais une buteuse. Et j'ai pas eu de problème pour me faire accepter par les garçons et pour continuer à jouer. Retour à Agen, on retrouve nos 3 poussines où dès le plus jeune âge, une comparaison au niveau du jeu peut s'observer entre les filles et les garçons. Des qualités différentes. Alors j'ai remarqué dans le jeu qu'une fille était plus collective et regardait plus les passes qu'elle pouvait faire. Un état d'esprit beaucoup plus serein et un jeu beaucoup plus football, beaucoup plus propre. Alors qu'un garçon, dès qu'il a le ballon, il faut de suite qu'il aille marquer son but. Donc oui, il y a une différence. Lana, Aurore et Lisa sont l'avenir du football féminin dans ce club. Le nombre de licenciées filles augmente chaque année. Les dirigeants du club s'appuient sur les valeurs du foot pour attirer un maximum de jeunes, notamment des filles. C'est une chose qui est inéluctable, ça arrive chaque année, en plus. C'est surtout lié à l'attrait des médias, de la télé, et le fait que nous, dans le milieu scolaire, on va percuter constamment sur tous les temps extrascolaires pour dire le foot c'est bien, c'est là qu'il faut être. Si d'ici quelques années le nombre de filles n'augmente pas, nos 3 starlettes seront amenées à changer de club pour pouvoir continuer à jouer au foot. Jusqu'à un certain âge, ça pose pas de problème dans les équipes jusqu'à 11, 12, 13, mais après, il y a toujours possibilité de les rassembler dans d'autres clubs pour ne pas leur faire perdre la pratique de leur sport favori. Nous quittons les poussines et allons essayer d'en savoir plus sur les évolutions de parcours de ces jeunes filles. Nous avons donc rendez-vous au Toulouse Football Club avec les moins de 19 ans féminines. Une jeune fille qui est détectée,
Elle peut rentrer en équipe de France 14 ans, 16 ans, 18 ans. Et puis l'équipe de France A', mais l'équipe de France A, comme les garçons. Au TFC, ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a une équipe féminine, enfin une section féminine. J'ai fait 2 ans à Pompignan, puis depuis je joue au TFC et j'ai toujours été dans ce club et c'est mon club formateur. Et voilà. Du moins avec les garçons, je suis restée à la JSC Carbone, donc un club proche de Toulouse. Et là, dès que je ne pouvais plus jouer avec les garçons, je suis allée au TFC. J'ai commencé à Carcassonne de jouer avec les garçons. Ensuite, j'ai intégré une équipe de football féminin à Carcassonne. Ensuite, ce club, il a arrêté. Du coup, je suis re-allée avec les garçons. Et ensuite, j'ai intégré le TFC depuis 3 ans. Depuis les années 80, le regard des femmes jouant au foot a lui aussi évolué. Une fille qui joue au football, c'était une bizarrerie, c'était une anomalie, c'était pas normal. Ils adorent, ils sont contents. J'ai beaucoup d'amis qui viennent me suivre. Là, justement, au prochain match, il y en a un qui vient. Voilà, c'est un avis positif de tout, de mon environnement. Voilà. On était obligés de se comporter, d'être comme les garçons au niveau de la façon de s'habiller, au niveau de la façon de se comporter. Au départ, ils étaient surpris de voir une fille jouer au foot. Puis au final, ils sont très fiers de moi. Aujourd'hui, il y a suffisamment de filles pour qu'elles n'aient pas besoin de copier le modèle masculin. Donc elles ont le droit de faire le même sport, mais avec un modèle féminin. Suivant les différents niveaux, des poussines aux futurs professionnels, l'alimentation et l'hygiène de vie sont à peu de choses près les mêmes. On ne peut pas imaginer faire une pratique au plus haut niveau, ne serait-ce que national, après voire international, que ce soit en sport féminin ou en sport masculin, et ce, quelle que soit la discipline, sans l'hygiène de vie qui va avec. Pâtes, puis viande blanche comme du poulet, c'est pour les sucres lents. Du lait avec des tartines parfois et un peu du petit beurre. Des frites. Moi, des fois, c'est des boîtes. Un bon plat de pâtes avec de la viande, du poulet, par exemple. Elles ont de meilleures conditions d'entraînement, elles s'entraînent plus souvent. J'ai 5 entraînements par semaine. Pour être au cœur de l'évolution du foot féminin, direction le Canada, où nous avons suivi sur quelques jours l'équipe de France féminine scolaire qui participe au mondial des collèges organisé par l'UNSS. So
prodiges de 12-13 ans ont quitté le cocon familial et sont allés à des milliers de kilomètres. C'est le collège François Villon et sa section sportive foot féminin qui ont été sélectionnés pour représenter la France. On les rejoint alors que leur Coupe du Monde est déjà très bien lancée, malgré le rythme soutenu des rencontres. Si elles sont au Canada, ce n'est pas que pour leur Coupe du Monde. Il y a, au même moment, celle des seniors filles. On les retrouve le soir pour un moment détente devant Brésil-Corée. Après la victoire du Brésil 2-0, de bon matin, l'entraînement reprend pour nos Benjamines avant d'attaquer leur dernier match de poule. Notre 7e et dernier match de la poule. Encore. Voilà, mets-moi sur le côté. Mets-moi bien sur le côté. Mais je suis pas un nain. Hein. Lorsque le ballon est arrivé à Farah là-bas. Allez. Le plus haut de sa trajectoire. Voilà, au plus haut de sa trajectoire. Allez, voilà. Super. Voilà, là il est sécurisé, personne ne peut te le prendre. C'est ton ballon. Ok, vas-y. Pareil. Voilà, encore. Un entraînement intensif pour toute l'équipe, une Coupe du Monde prise au sérieux, la pression est bien présente. On l'a fait ce matin, je veux le voir reproduit sur le terrain. Ce match-là, il va lancer la suite. D'accord, Nada? Ce match-là, il lance la suite. Dans l'organisation, dans le sérieux, dans l'attitude que vous allez y mettre. Jade, Naïma, parlez-vous. Jade, tu peux monter un peu plus sur le terrain. Jade, Fatima. Fatima et Nawata. Ok? Derrière, on se parle, on n'est pas trop loin toutes les deux. Si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. Vous allez vous asseoir à côté de moi. Puis je mets celles, je mettrai sur le terrain celles qui auront envie. Des conseils et des instructions appliquées à la lettre qui leur ont permis de terminer première de leur poule. Le lendemain, nos jeunes footballeuses jouaient la demi-finale de la Coupe du Monde contre de jeunes Libanaises. Malgré un match accroché, les Françaises s'en sortent et filent en finale. L'équipe adverse, représentée par le collège Stanislas de Québec, a dû se battre, elle aussi, afin d'aller jouer le dernier match contre la France pour tenter de décrocher le titre suprême. Dernier jour de tournoi.
nos Parisiennes affrontent l'équipe organisatrice pour le titre de championne du monde UNSS. Malgré la domination des Françaises, aucune des deux équipes n'est arrivée à se départager et repartent au vestiaire sur un 0-0. Après la pause, les deux équipes repartent au combat. Mais avec une équipe de France en manque de réalisme et une équipe canadienne solide, les deux formations se dirigent tout droit vers les pénaltys. Oh, c'est pas vrai! À la fin du temps réglementaire, le score étant toujours vierge, l'inévitable séance de tir au but arriva. Les deux équipes font trembler les filets coup sur coup, et comme dans le match, n'arrivent pas à creuser l'écart. Grâce à son arrêt, Naïma a la chance de donner la victoire à son équipe. Toute l'équipe était tellement sous pression que tout le monde a cru que le ballon était rentré. Les Bleuettes n'en ont pas encore fini. Quelques secondes plus tard, Naïma réalise un arrêt d'une toute autre classe et redonne une nouvelle fois l'espoir de la victoire à son équipe. Farah s'avance vers le but. Sûre d'elle, la balle de Coupe du Monde est à ses pieds. Elle délivre enfin les siens. Les Françaises sont championnes du monde et heureuses de s'en être sorties. Nous quittons nos jeunes championnes et revenons en France, des images plein la tête. Nous nous projetons quelques années plus tard pour nous interroger sur la vie de famille d'une femme et le fait d'être footballeuse professionnelle. C'est à Juvisy que nous rencontrons Marinette Pichon. C'est très difficile, surtout quand on n'est pas professionnel. Donc il y a deux cas de figure. La première, c'est se lever le matin de très bonne heure, aller faire sa journée de travail, enchaîner le soir à 19h avec l'entraînement. Le statut de professionnel te donne une autre organisation. Tu te lèves à 8h, tu vas t'entraîner à 10h, à 12h ta journée est terminée. C'est possible, mais c'est un effort assez considérable. Et si en parallèle il y a des enfants, ça devient compliqué parce que l'éloignement, parce que les déplacements, quand on a la chance d'être international, mais on part tous les mois, c'est 4 jours, c'est 5 jours. D'un autre côté, il faut compenser professionnellement les absences. Et puis de l'autre côté, c'est être capable de reprendre sa place, entre guillemets, de titulaire ou de prétendante au 11 de départ quand on est en sélection nationale. Donc, c'est pas évident. C'est un sacré challenge. Si aux États-Unis, plusieurs joueuses coupent leur carrière pour avoir un enfant et reviennent ensuite au haut niveau, en France, très peu de joueuses le voient de cet œil-là. Oui, je compte bien avoir un enfant. Pour l'instant, je suis jeune et je me consacre à ma carrière. Je débute tout juste, donc j'y pense pas. Je pense plutôt à ma carrière, mais oui, forcément, dans la vie d'une femme, un enfant, c'est ce qu'on veut tous. Bien sûr, j'espère. Après ma carrière, parce que pendant, ce sera vraiment pas possible. Ce serait difficile. Donc j'espère que après le foot, j'aurai des enfants. Après ma carrière,
Parce que j'ai 33 ans, donc je peux pas couper et reprendre après. Nous nous inquiétons sur l'avenir du foot féminin. Depuis 2011, il y a une nette augmentation des effectifs féminins dans les clubs, ainsi qu'une prise de conscience par la fédération et les grosses écuries du foot français. Les grands clubs professionnels commencent à s'intéresser aux filles. De plus en plus de clubs développent leur section féminine. On a surtout beaucoup la Fédération française de football qui met des moyens financiers, humains, des stages, du recrutement, de façon à faire venir ces jeunes filles au football. Aujourd'hui, il y a une petite fille sur deux qui peut jouer au foot. J'allais dire simplement, il y a 15 000 clubs en France. L'avenir, c'est que toutes les filles, les petites et les moins grandes, jouent au foot. Après, il faut une quantité. Une fois qu'on aura la quantité, ça va devenir de soi-même, ça va monter, 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 et ça continuera comme ça. L'avenir des féminines, pour moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Le foot féminin, c'est un peu comme un soufflé au fromage. Il est dans le four, mais si tu ouvres la porte, il se peut que ton soufflé redescende. Et le foot féminin souffre de cette image. On aura en 2019 la Coupe du Monde de foot en France. Donc vous serez encore, je pense, tout proche de pouvoir vivre cet événement. Le football féminin, il est en plein essor. Pourquoi pas avoir des grandes affiches, un OM PSG, ça va être le cas ce week-end, là. Un OM PSG féminin retransmis à 20h30 sur Canal+. C'est ça l'avenir. Des poussines aux joueuses professionnelles, le parcours d'une footballeuse n'est pas de tout repos. Même si le nombre de licenciés augmente chaque année, l'avenir du foot féminin reste fragile. Et plus les femmes seront médiatisées, plus il y aura de nouvelles joueuses comme Lana, Aurore et Lisa.
Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, qui fut notre mère, toi qui l'as remplacée, n'as-tu vécu pour nous autrefois sans jamais songer à toi? Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux.